Au cœur des enjeux du continent, la Guinée équatoriale a toujours souhaité jouer une partition innovante. D'ailleurs, elle présente son ministre des Affaires étrangères, Agapito Bamokui, comme candidat à la succession de Mme Zuma à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Facilitateur dans des crises majeures, promoteur d'une vision panafricaine, novatrice dans la coopération entre les pays du continent. Vous avez été quasiment un des premiers pays à réaliser des prêts envers d'autres pays africains qui connaissaient les difficultés financières. Donc, on veut avoir cette fois-ci votre regard sur le futur du continent, les relations internationales, la sécurité du continent dans les enjeux de cette présidentielle, en notant aussi que la Guinée équatoriale, comme un certain nombre de pays du continent, bénéficie d'une image pas très flatteuse auprès des médias occidentaux, alors qu'auprès des médias ou des médias panafricains, l'approche est complètement différente. Babylas. Oui, Monsieur le Président, aujourd'hui on est dans un contexte de globalisation, on parle de la Terre comme un village planétaire et tout le monde prône l'intégration. L'intégration entre les pays pour la libre circulation des personnes et des biens, mais là-dessus, on a l'impression qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une intégration qui est plus ou moins réussie, mais en Afrique centrale, ça traîne encore. Et beaucoup de personnes pointent du doigt la Guinée équatoriale comme le mauvais élève de l'intégration. Monsieur le Président, dites-nous, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour l'intégration totale et que les gens ne puissent pas aller et venir dans votre pays comme il le faut? Qu'est-ce que vous craignez, Monsieur le Président? Bien. Vous savez que la politique régionale, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est chaque État doit garantir leur sécurité, leur stabilité pour attirer la coopération avec les autres. Vous savez qu'aujourd'hui, l'intégration des pays de l'Afrique centrale, surtout les problèmes de libre circulation, ce n'est pas normal, c'est dangereux. À cause des fruits de certaines personnes, qu'ils apportent surtout la délinquance et peut-être le terrorisme. Aujourd'hui, le problème de Cameroun avec le Nigeria, il y a des groupes qui tentent de mettre le terrorisme au Cameroun, au Tchad, au Niger. C'est la raison que nous devons faire beaucoup d'attention. Je suis d'accord avec la libre circulation, mais bien classifiée. C'est-à-dire, hommes d'affaires, les étudiants, les fonctionnaires, mais il faut que le reste des peuples qui veulent circuler librement, ils doivent avoir certains papiers qui donnent la garantie de savoir que ce sont des personnes qui sont nobles, personnes qui travaillent pour l'intégrité de l'Afrique centrale. Mais parce qu'il y a beaucoup de flux de gens qui busquent la prospérité. Par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés à Bata, de certains voleurs qui viennent des pays voisins. Mais nous ne pouvons pas vraiment faire face toujours à une situation dangereuse, une situation de crise. C'est ça que je suis partidaire de contrôler les gens, mais ce n'est pas refuser la libre circulation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un contrôle systématique des gens qui viennent de nos pays voisins. C'est la raison que la Guinée demande d'organiser la libre circulation pour éviter que ce soit une circulation sauvage. Donc vous ne voulez pas qu'elle soit totale, mais qu'elle soit sélective, oui, avec un vrai contrôle du volume de flux. Oui, oui. Monsieur le Président, vous avez parlé de Boko Haram, il y a des pays voisins qui sont effectivement touchés par ce phénomène terroriste. Vous êtes un doyen, chef d'État en Afrique. Quels conseils pouvez-vous donner et quelles sont les mesures que vous prenez vous-même pour préserver votre pays de ce type de fléau? Le terrorisme, c'est un mal pour les nations. Mais je sais que la conséquence, ça arrive pour la politique que certaines puissances font à l'endroit de l'Afrique.
Parce qu'avant, nous n'avions pas le terrorisme. Mais aujourd'hui, c'est le mouvement qui touche tous les pays de l'Afrique centrale, l'Afrique, surtout les crimes transfrontaliers qui viennent des gens que nous ne connaissons pas. C'est la raison que, en tant que doyen, j'avais convoqué une conférence entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest pour trouver les moyens d'une lutte solidaire contre toutes les actions terroristes. Mais nous sommes en train d'organiser cette conférence parce que c'est l'unique moyen qui peut nous rejoindre pour adopter la sécurité collective des deux régions et en même temps organiser une lutte solidaire entre les deux régions. Monsieur le Président, on va parler un peu de l'Union africaine, l'organisation continentale qui doit fédérer les États africains et permettre aux États africains de parler d'une même voix. Mais aujourd'hui, l'Union africaine essuie beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques, d'abord les Africains n'arrivent pas à parler d'une même voix. Et puis chaque pays tient beaucoup à sa souveraineté. Il va falloir faire des réformes. Alors quelles sont les réformes qu'on doit pouvoir faire au niveau de l'Union africaine, selon vous, pour lui permettre de jouer réellement son rôle? Je pense que le dénominateur commun de l'Afrique, c'est le manque de moyens économiques. Parce que la majorité des pays africains, ils sont faibles économiquement. Ils ont des gouvernements qui sont dépendants, qui demandent la puissance de le financer, mais ils sont dépendants de le pays qui les donne le financement. C'est la raison que je crois que les Africains doivent prendre la responsabilité de travailler pour consolider leurs économies, pour éviter la dépendance permanente. Parce que la personne qui donne aide, c'est lui qui commande, qui donne les orientations. Mais quand on refuse cette orientation, on ne peut pas vraiment vivre. Je vous peux donner l'exemple de la Guinée équatoriale. J'avais beaucoup de coopération avec l'Espagne, avec les organismes internationaux, mais j'ai trouvé que les façons qu'ils veulent fournir l'aide, c'est pour nous, pour me maîtriser, pour créer une situation que je dois rester dépendant de lui. C'est la raison que j'ai refusé grâce à les revenus pétroliers. Parce que je considère que la Guinée aujourd'hui c'est un pays autosuffisant en matière économique. Même si on a arrivé à un niveau pour dire que nous n'avons pas besoin. Mais je crois que même, je peux vous expliquer, quand j'avais convoqué une conférence des bailleurs de fonds, on avait vraiment refusé, par exemple l'Espagne avait refusé de permettre que les autres donateurs puissent financer le programme qui avait présenté la Guinée équatoriale. C'est-à-dire c'était un blocage. Hein? Si je parle d'Espagne, je peux parler aussi de la France. Mais aujourd'hui, nous sommes membres de la France CFA. Tous les transferts, ils sont bloqués. Quand la Guinée veut acheter quelques marchandises en Chine, en Russie, dans un autre pays, le transfert ne passe pas. Ils commencent à demander certaines conditions que réellement ils sont conditions pour bloquer. L'argent qui vous appartient, eux ils demandent des conditions pour oui, payer oui, ils demandent la condition. Ça, ce n'est pas possible. Monsieur le Président, dans ce cas, si vous devriez choisir entre la coopération avec d'autres pays émergents, la Chine par exemple, l'Inde, le Brésil, et ces pays traditionnels, la France, l'Angleterre, l'Espagne, quel serait votre choix? Est-ce que c'est mieux d'aller vers ces pays-là pour les pays africains? Je peux vous dire que, en ce qui concerne l'Union européenne, je n'ai pas de coopération. En principe, j'ai refusé
l'accord de Cotonou. Parce que c'est un accord qui nous attache d'être toujours à côté de lui. Même pour le problème du tribunal international, c'est-à-dire quand un Africain commet un délit, il peut aller à la tribunal de la Haye. Mais ça, qui a donné les Européens la faculté de juger les Africains? Je crois que la réforme que je pense que notre nouveau candidat va faire serait de créer un tribunal africain international pour juger le délit qui commettent les Africains, au lieu d'envoyer les gens en Europe. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, je pense que la dépendance de l'Union africaine, c'est pour raison de que, je crois que c'est 70% des budgets étrangères. Oui, vient de l'étranger. Mais il faut mobiliser, le fonctionnement de l'Union africaine. Il faut motiver les Africains pour vraiment couper cette dépendance économique. Mais, sincèrement, Monsieur le Président, ça vous semble normal qu'une organisation continentale comme l'Union africaine, le siège a été construit par la Chine, et chaque année, 70% du budget de fonctionnement est financé par les autres pays hors du continent, qui désormais demandent d'avoir un droit de regard sur les décisions collectives. Oui. C'est la raison que nous sommes faibles, extrêmement faibles. Que disent vos pères africains avec qui vous parlez de ça? Mais je crois qu'il faut faire une analyse, convoquer une conférence pour trouver les façons comment l'Afrique même peut financer leurs bourgeois, dehors des bourgeois qui viennent de l'extérieur. Peut-être on peut accepter un pourcentage minoritaire, par exemple 30%, mais pas le plus de 50%. Ce n'est pas bien. On va changer de sujet. Votre nom, le nom de votre pays a été cité plusieurs fois dans une affaire scandaleuse qu'on appelle l'affaire des biens mal acquis. On se demande quelle est votre perception de cette affaire et quelle est votre part de vérité dans ce qu'on vous reproche. Le bien mal acquis, c'est un montage contre nous. Non seulement la Guinée équatoriale. Vous savez qu'on a parlé de le mal acquis de Gabon, de Congo, peut-être il y a un autre pays. Mais qui a donné la transparence française de nous juger? Parce que nous avons librement notre moyen. La transparence française doit juger les Français, les institutions françaises, le gouvernement français, pas le personnalité africaine. Ça, c'est une situation qui montre la supériorité et le néocolonialisme. Et ça, ce n'est pas, pour moi, je ne peux pas rester tranquille. Je vais envoyer les plaintes au tribunal international. Parce que le Français doit nous indemniser. C'est qu'on a vendu des voitures, de tous les biens qu'on a requis. Parce que ça, ce n'est pas normal. Je crois que pour juger à un pays, nous avons aussi des ONG qui peuvent dénoncer peut-être les abus que peut faire une personne, le gouvernement, mais ce que je ne comprends pas, pourquoi le transparence, le Sharpa français, c'est lui qui condamne le pays africain. Ça, c'est le néocolonialisme. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des problèmes personnels avec vous? Oui, il y a aussi des problèmes personnels parce que M. Lebec, il avait une petite société pétrolière ici. Quand on avait demandé de payer les impôts, c'est la raison qu'il a parti pour dénoncer le bien mal acquis en Guinée équatoriale. C'est d'intérêt. Ils travaillent pour leurs intérêts. Nous n'avons pas le droit comme lui. C'est-à-dire, c'est lui qui doit nous juger en Europe et ici en Afrique. Ça, ce n'est pas normal. Vous parlez de Daniel Lebègue, qui était président de Technip ici en Guinée équatoriale. On a aussi vu un aspect particulier dans ce dossier des biens mal acquis, parce qu'il y a eu une même procédure aux États-Unis,
Après un ensemble de vérifications par les juges américains, très clairement, la Guinée équatoriale a été clairement blanchie et indiquée être non coupable dans une affaire identique. Alors que dans la même affaire, vous êtes coupable potentiellement en France. Les Américains, on avait réagi pour l'influence du français. Mais quand on a déclaré tout notre patrimoine, aujourd'hui, les Américains, on a laissé tout. Nous n'avons pas aujourd'hui de problème avec les Américains. Les Américains, ils sont plus compréhensibles parce qu'ils savent que ça, c'est l'injustice. Hein? Parce qu'ils font la politique réelle. Mais les Français, ils sont des gens qui vraiment ne respectent pas les Africains. C'est ce que je dis, mais je crois que ce n'est pas une accusation. On a aussi vu quelque chose de particulier, disons-le très clairement. La presse française, européenne aujourd'hui a une étiquette sur vous depuis plusieurs années. Ils vous décrivent de manière systématique, quelles que soient vos actions, comme un dictateur, comme un sanguinaire, des faits qui n'ont manifestement jamais été étayés ou prouvés. Et d'un autre côté, on voit une presse africaine qui prend fait et cause pour vous, et on voit une presse américaine qui vous juge à travers des actes précis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cet environnement médiatique malsain en Europe joue dans l'image de votre pays? Oui, évidemment, mais je peux vous parler sur la tentative d'invasion mercenaire qui avait organisé les pays européens. Vous croyez que c'est lui qui doit organiser pour déstabiliser un pays comme la Guinée équatoriale? Vous connaissez bien les dossiers. C'est ça. L'enfant du Premier ministre anglais a été impliqué. Un dirigeant ne respecte pas la politique néocolonialiste qu'il fait, c'est la raison qu'il commence à utiliser la presse. C'est la raison que vous, comme journaliste, vous devez faire face contre la critique, la propagande européenne contre les Africains. C'est les diffamations. Parce que c'est les diffamations. C'est ça. Un des facteurs importants de ce développement, et je peux le dire ici, la Guinée équatoriale a été partenaire dans la création, pratiquement à l'origine de la création d'Africa 24. On va aujourd'hui regarder un élément qui nous montre le parcours de notre chaîne, puisque nous revenons ici, nous sommes dans votre pays, et le regard qui a été posé, et ça nous permettra de conclure cette émission sur le regard que les Africains doivent se poser sur eux-mêmes. Donc on regarde cet élément sur Africa 24. Africa 24 installe un siège opérationnel monde en Guinée équatoriale. C'est l'une des décisions du conseil d'administration de la chaîne panafricaine. Disposant de son siège international à Paris en France et d'un siège de production à Dakar au Sénégal et un autre en cours de finalisation à Yaoundé au Cameroun, Africa 24 va prochainement prendre possession d'un siège opérationnel monde à Malabo en Guinée équatoriale. Una idea que está dando sus frutos, porque ahora mismo el canal Africa 24 son los canales prestigiosos. L'idée de créer Africa 24 est en train de porter ses fruits parce que la chaîne est devenue prestigieuse au niveau international. L'objectif est de parler de l'Afrique et d'avoir un ancrage sur notre continent. Precisamente, pero sin embargo, pese que la Africa 24 ya ha cumplido 5 años. Le développement d'Africa 24 couronne une vision de l'Afrique soutenue par les pays du continent dont la Guinée équatoriale et la République du Cameroun se veulent le symbole le plus concret. Le nouveau siège de Malabo comprendrait un siège opérationnel de télévision ultramoderne de 6000 m² de superficie. Dans ces 4 grands studios seront produits toutes les 30 minutes en français, en anglais, en espagnol, en arabe ou encore en portugais, un point complet de l'actualité internationale avec un journal de 15 minutes. Une meilleure gestion des programmes est envisagée pour répondre aux nouvelles déclinaisons de la chaîne, notamment à l'enjeu du numérique terrestre sur le continent. Une vision appréciée par des chefs d'État africains. D'abord, on a voulu être une chaîne d'information, donc on a donné priorité à la manière de fabriquer, de traiter l'information. Je pense que la deuxième étape aujourd'hui, c'est de devenir une chaîne d'opinion, de pousser un peu plus pour valoriser l'opinion de l'Afrique à travers le monde. Parce que nous sommes visibles dans toute l'Afrique, dans tout le Moyen-Orient,
nous inaugurons l'installation au Canada en septembre et aussi aux États-Unis. Derrière la notion de l'opinion vient la notion de l'internationalisation, de la compétence. Et c'est ce quoi nous poussons. Maintenant, il faut être clair. C'est d'abord une chaîne africaine qui a toujours eu depuis sa naissance non seulement la liberté de ton, mais la liberté d'opinion. Créée en 2009, Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique, a affirmé son statut de leader en termes d'audience et de notoriété. La gestion du siège opérationnel international à Paris en France et à Dakar au Sénégal ont renforcé son leadership sur l'information. Le nouveau centre opérationnel de Yaoundé au Cameroun et ceux qui suivront en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Éthiopie devraient accroître la performance d'Africa 24 sur le continent. Une particularité de cette chaîne depuis sa création, pour laquelle vous avez été plus qu'à l'initiative au nom de la Guinée équatoriale, c'est que vous n'avez jamais émis publiquement ou en privé de critiques, jamais eu d'appel pour dire faites telle chose ou faites telle autre chose. Quel est le bilan que vous faites au terme de ce parcours pour vous, en toute franchise? Vous savez que l'initiative de créer une chaîne purement africaine, c'était pour les façons que la presse européenne fait de mauvaises déclarations contre le pays africain, surtout la télévision. Mais vous connaissez que vous-même, vous avez des difficultés avec votre installation en Europe. C'est-à-dire vous n'avez pas toute l'intégrité, vous n'avez pas tout le respect. C'est-à-dire parce que c'est lui qui vous permettre d'émettre toute la chaîne pour passer à l'espace. Mais vous devez vraiment travailler pour que notre chaîne doit avoir son siège ici, en Afrique. Même s'il ne soit pas en Guinée équatoriale, mais vous va réagir avec toute la liberté. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, critiquer les actions en France, qui fait peut-être l'Union européenne, parce qu'on va vous vraiment demander... Même si en réalité, ça ne nous intéresse pas ce qu'ils font. Ce qui nous oui, intéresse en mais priorité, ça. ce sont ce mais que je les crois Africains que font. nous voulons donner un renforcement, une dignité pour notre chaîne. Mais je suis de l'opinion que non seulement Afrique 24, il faut créer des autres chaînes, une grande chaîne panafricaine qui va vraiment donner tous les rapports de tout le continent africain, en imitant en français, en anglais, en portugais, même en espagnol, en arabe. C'est-à-dire qu'il faut que nous pouvons avoir une grande chaîne africaine. C'est la modeste ambition que je pense que nous avons et que toute l'équipe a, avec l'objectif d'émettre à partir du Nigeria pour toute l'Afrique anglophone, à partir de la Mauritanie ou du Maroc pour toute l'Afrique arabophone, ici à Malabo pour l'Afrique hispanophone et portugaise avec l'Angola, le Mozambique, en sachant qu'il y a un siège qui est en construction ici et que nous avons l'ambition de le voir terminé et installer notre grand siège international à partir d'ici. Vous allez inverser les rôles à partir de cette émission. Vous avez l'habitude de répondre aux questions. Pour terminer cette émission, vous aurez 3 questions, puisque nous vous avons abreuvé de questions, à poser aux personnes de votre choix. Alors, choisissez, vous voulez commencer par qui la première question de votre choix? Bon. Babilas ou Thierry? Je vais vous demander... À Thierry. Le Thierry. Quel est à Babilas votre critère en ce qui concerne les relations entre l'Afrique et l'Europe? Le critère. L'opinion. Mon regard entre les relations entre... ma vision, c'est que l'Afrique et l'Europe aient une relation d'égal à égal, pour que les Africains ne soient pas complexés devant les Européens. Mais pour ne pas être complexé, il faut être économiquement solide, comme vous l'avez dit.
Quand on prend les Africains de manière intrinsèque, quand ils n'arrivent pas à s'offrir les 3 repas par jour, je crois que c'est un peu difficile de pouvoir dire je veux parler d'égal à égal avec quelqu'un qui a tout en face de moi qui n'est pas grand-chose. Et c'est pour cela qu'il serait très bien que nos États soient bien gérés et assurent à chaque citoyen l'autosuffisance et puis l'accès à un emploi décent. Quand une personne est équilibrée comme ça, il est fier de pouvoir faire face à son vis-à-vis et de dire « je vaux la même chose que toi ». Croyez-vous que les relations sont d'égal à égal aujourd'hui? C'est vrai qu'on tend vers cet objectif, mais ce n'est pas encore le cas. On n'a pas les mêmes droits, malheureusement. Et je constate à mon corps défendant que quand les Européens arrivent en Afrique, on leur dresse le tapis rouge, ils sont très bien accueillis. Même nous autres journalistes, quand on va chercher l'information, même auprès de nos propres dirigeants, ils ne sont pas d'accord parce que la peau n'est pas blanche. Mais dans le même temps, dès que l'Européen arrive, on lui ouvre toutes les portes, et ils filment tout, et dès qu'ils arrivent dans leur pays, le traitement qu'ils font de ces images qu'ils ont captées chez nous, c'est en ce moment que les dirigeants constatent. Donc il faudrait que les dirigeants eux-mêmes donnent de la valeur à leurs compatriotes. Voilà ce que je voudrais vous répondre, Monsieur le Président de la République. Thierry, c'est à toi de prendre les questions que le président, question du président. Je vous demande, quelle est votre considération qui donne beaucoup d'importance, surtout pour la sécurité complète des nations africaines à ce qui concerne le processus de la démocratie. Parce qu'on parle beaucoup de démocratie, nous voulons considérer la démocratie occidentale comme le meilleur. Mais je crois que nous n'avons pas les mêmes habitudes. Il faut faire la démocratie à niveau africain parce que nous savons notre culture, l'africanisation de notre démocratie. C'est vrai, le président qu'on a l'habitude de dire que la démocratie est universelle. Mais c'est vrai que nous avons chacun des pays, chacun des régions a sa propre culture. On peut trouver une forme d'inculturation où on va aussi apporter ce que nous avons nous propre pour essayer de trouver un consensus. Ce que j'ai pu remarquer dans votre pays, la Guinée équatoriale, puisque je suis là depuis quelques jours, c'est que vous avez fait énormément d'efforts. Toute la population reconnaît que vous avez bâti ce pays. Vous êtes le bâtisseur de ce pays. Si j'ai un souhait pour que votre démocratie ici soit intégrale, si je peux me permettre, c'est peut-être que vous puissiez souvent laisser aussi un peu plus, comme on l'a fait hier sur le plateau de l'Afrique 24. C'était opposant parler, ça permettra aussi de pouvoir consolider la démocratie de votre pays. Et je pense que personne ne pourra vous apporter quoi que la moindre critique que ce soit. Très bien. Et vous-même. Je croyais, je m'étais fait discret pour être oublié. Bon, je vous demande les problèmes des observations électorales. Vous savez que nous sommes imposés d'inviter les observateurs de l'Union européenne pour valider notre processus électoral. S'il n'y a pas d'observateurs européens, nous n'avons pas un bon déroulement de la démocratie. C'est un problème que j'aimerais de savoir si vous pouvez me donner. Parce que quand votre avis, parce que quand les Européens organisent leurs sélections, on n'invite pas à les observateurs africains, soit les Américains, les Français, les Espagnols. Et pourquoi ils demandent de venir observer le processus de notre élection? Très clairement, Monsieur le Président, vous parlez à quelqu'un qui est d'abord convaincu que nous devons avoir une relation de respect envers nous-mêmes. On ne peut pas accepter, dans le cas d'une souveraineté, que des tierces personnes extérieures à notre continent deviennent des observateurs ou des décideurs de notre avenir. Ça veut dire que quelque part, ils s'arrogent le droit de nous dicter l'ensemble de nos évolutions. Alors, à partir du moment où je ne vois pas de réciprocité, c'est-à-dire la France ou les États-Unis qui invitent, ne serait-ce que l'Union africaine,
pour venir être les observateurs des élections qui se déroulent sur leur territoire, je ne vois pas en quoi ils peuvent s'arroger le droit de s'imposer ou de vouloir s'imposer en observateur ou en instigateur d'un label dans nos territoires. Ça, c'est une première remarque. Et ça amène une autre remarque, au-delà de cette notion d'observateur. Maintenant, il y a la faute à nous, dirigeants, que vous êtes, d'avoir donné ce sentiment que ces personnes pouvaient nous dicter toutes les voies possibles. Et je vais vous prendre un exemple. Je n'ai jamais vu un ambassadeur d'un pays européen présent dans un pays comme la Chine ou la Russie faire des déclarations sur la politique intérieure de ces pays. Et j'ai même souvenir que dans le cadre de leur lettre de créance, ils ont interdiction de s'arroger le droit de faire des remarques sur le cadre de la politique intérieure de ces pays. Alors que nous voyons quoi en Afrique? Des ambassadeurs des pays européens qui se comportent comme des quasi-gouverneurs coloniaux, qui sont capables, on voit des ambassadeurs en fonction, qui sont capables de donner des directives, voire des orientations, voire des opinions sur la politique intérieure des pays africains. Nous avons tout le respect de les accueillir sur notre sol, mais je pense que ces respects doivent avoir ses limites. Et peut-être que ma pensée, il y a certains qui ont parfois trouvé que notre média était très proche des dirigeants. Je leur dis, attention, notre média, c'est 90% de temps de parole à chaque citoyen africain. Et quand on écoute le citoyen africain, il n'admet pas cette situation. On veut bien dialoguer, on veut bien écouter, on veut bien prendre des leçons pour progresser. C'est vrai que chaque jour, nous construisons notre continent avec ses qualités et ses défauts, mais à un moment donné, il faut arrêter une certaine culture, quitter la culture de la dominance pour la culture du respect mutuel. Donc, cette position est peut-être tranchée de ma part, mais voilà ma réalité. Merci que vous m'avez permis de vous adresser certaines questions. Je crois que ce que vous venez de dire, c'est très important. Mais en tant que jeune, quelles recommandations vous nous donne le dirigeant africain? Ce serait très mal placé de ma part de dire que nous allons vous donner des recommandations, mais je pense que si je devais donner, vous êtes président de la République, si je devais donner des recommandations aux pays africains, l'exemple de la Guinée équatoriale est extrêmement flagrant. Le premier exemple, c'est notre présence ici, de réaliser ces différentes émissions. Oui, c'est d'accepter et d'encourager que la parole soit ouverte à tous. Parce qu'on a franchi le cap de ces 50 dernières années, on a franchi le cap de la construction de nos pays, on est rentré dans le vrai sens du dialogue. Donc, que le dialogue soit ouvert à tous. La deuxième chose, je dirais à tous les hommes politiques, partis au pouvoir comme opposition, qu'ils sachent que nous, les citoyens, nous voulons construire nos pays ensemble. Quand on a construit une route, quand vous roulez sur cette route qu'on a construite, ce n'est pas écrit côté droit, rouler sur la route majorité présidentielle, côté gauche, rouler sur la route de l'opposition. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on arrive à comprendre que chaque instant de dialogue, de construction de nos pays est une valeur commune. La troisième chose, Excellence, c'est que le président que vous êtes et chaque président qui sont dans ces pays doivent comprendre qu'on a une jeunesse qui a soif de rêver et qui a soif de comprendre les orientations qu'on veut lui donner. Aujourd'hui, ce qui se passe dans votre pays ne concerne pas que votre pays. Ce qui se passe dans votre pays est regardé au Cameroun, au Gabon, en Éthiopie, à Djibouti, etc. Donc, les Africains prennent de plus en plus des exemples sur ce qui se fait de bien dans un autre pays. Donc cet échange entre Africains est extrêmement important. Ça doit se faire sur tous les plans. Éducation, commerce. Il y a de très bonnes écoles au Sénégal. On n'a pas besoin d'aller en Europe. Il y a de très bonnes écoles au Maroc. On n'a pas besoin d'aller forcément à l'étranger pour le faire. Le quatrième point, pour ne pas être trop long, je pense que vous avez parlé à un moment donné de dignité. Et je pense que la dignité, elle doit être personnalisée à chaque Africain. Nous devons tous les jours nous poser la question, que faisons-nous de bien pour améliorer notre continent? Que faisons-nous de bien au quotidien pour améliorer notre continent? Et la cinquième chose, Babila s'en a parlé tout à l'heure, le développement économique, il est important.
Et moi, je suis d'avis de dire, ça va faire sourire certains, je suis d'avis de dire que les Africains doivent d'abord en priorité investir en Afrique. Et ça va être un facteur déterminant. Un Camerounais doit pouvoir venir investir en Guinée équatoriale, un Équato-Guinéen doit pouvoir investir au Gabon, et qu'on doit encourager une politique d'investissement. Moi, je suis très fier quand je regarde des gens comme Tony Elumelu, Aliko Dangote, ou des grands investisseurs africains qui investissent dans leur pays. Et nous devons comme être un moteur pour montrer ces exemples à travers l'Afrique d'abord. Voilà les 5 points que je peux évoquer par rapport à votre question. Merci beaucoup. Mais j'ai l'impression que vous avez annoncé que vous souhaitez, c'est votre dernière campagne, j'ai l'impression qu'après ça, vous allez vous transformer en journaliste et puis et prendre nos postes. Monsieur le Président, merci d'avoir passé ces minutes, 7h30 avec nous. Avant de vous remettre la dernière parole, je voudrais préciser 2 choses. La première chose, un parti d'opposition de Guinée équatoriale, le CPDS, a sorti un communiqué relatif à Africa 24 en relatant un incident, en disant que nous avons été interdits de venir en Guinée équatoriale. Nous y sommes. Nous n'avons jamais été interdits. Il s'agit d'un incident malheureux avec un individu qui aurait pu se comporter de manière beaucoup plus élégante. Mais Africa 24 est une chaîne de l'Afrique, de chaque pays africain, donc il n'y a pas de raison d'y être. Et cette même personne qui nous a envoyé le mail que nous avons lu a indiqué qu'il était interdit, qu'il a été interdit de notre antenne dans l'émission des présidentielles de dimanche. Donc je dis à M. Andrés Cessono, vous n'avez jamais été interdit d'antenne, on a juste souhaité privilégier les candidats, puisqu'il y a 4 candidats qui se sont déclarés et qui sont venus sur ce plateau, vous n'étiez pas candidat, d'où le choix. Mais n'oubliez pas que les équipes d'Africa 24, et vous nous avez envoyé un courrier de remerciement en ce sens, vous ont suivi tout au long de la campagne, comme ils ont suivi tous les partisans. Et l'essence même de cette chaîne, c'est qu'elle appartient à chaque Équato-Guinéen sans distinction et à chaque Africain sans distinction de parti politique ou de position, et on continuera à suivre vos activités, comme vous avez pu le voir dans la lettre que nous avons lue au Président de la République. Monsieur le Président de la République, vous allez regarder cette caméra et donner le message de votre choix aux Équato-Guinéens et aux Africains qui vous ont suivis tout au long de cette émission. Bon, comme message, j'invite à toutes mes compatriotes de travailler pour assurer les programmes de développement de la Guinée équatoriale, que grâce à l'appui qu'on a donné notre candidature, nous devons continuer pour transformer notre pays. Je suis fier à notre compatriote de faire que la Guinée équatoriale soit un pays de référence. Aujourd'hui, je crois que la Guinée, c'est bien sûr un pays de référence à niveau du continent africain. Et en même temps, en tant que panafricaniste, je crois que tout le problème qui touche aujourd'hui, qui affecte aujourd'hui les pays africains, nous devons travailler avec la solidarité. Je demande la solidarité de tous les dirigeants africains. Je demande le respect de tout le peuple africain, de confier le rôle de leurs dirigeants. Il doit y avoir plus de compréhension, plus de coordination entre le gouvernement et le peuple, de telle manière que nous pouvons surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés qu'aujourd'hui nous connaissons. Je crois que le continent africain aujourd'hui a surmonté toutes les difficultés qu'avait connues ailleurs, mais aujourd'hui l'Afrique a un bon croissant économique, malgré la crise pétrolière. Je pense que nous sommes en bonne route, on va un bon chemin. L'Afrique va surmonter toutes les difficultés que nous s'y imposent. C'est le continent d'avenir.
Le continent d'avenir et l'avenir vous demande toujours de remercier ceux qui vous aident. Merci Babilas Boton pour ces instants. Merci Thierry pour ces instants. Merci à vous. Merci à Bonaventura Mosu Masumu, Carmelo Bakale, Avelino Mokache Mehenga, Agustino Masoko Abege, Benedicto Obiamangue, Thomas Mba Monaban, pour avoir accueilli nos équipes tout au long de cette campagne présidentielle et pour nous avoir permis d'être ici présents, de vous faire vivre ces instants. Merci à Juan Noël Soueondo, merci à mon frère, le général Tito, et l'aviation civile pour s'être occupé de notre arrivée convenablement ici. Merci au ministre de l'Information, Eugenio Zérobian, qui est aussi notre administrateur, pour tout le travail qu'il a abattu pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et merci aussi, un clin d'œil que vous m'autorisez, à ma petite famille cachée qui, à chaque fois, sait nous faire des critiques, sait nous encourager. Je parle de Constancia, de Théodorine et de beaucoup d'autres. Merci à vous tous. Merci pour votre soutien. Merci à Monsieur le Président d'avoir passé 7h30 en notre compagnie. Merci à toute l'équipe technique pour la qualité du travail et l'abnégation tout au long de cette séance de travail. Merci à vous tous. Restez fidèles à la première chaîne d'information africaine, la chaîne africaine la plus regardée au monde, votre chaîne, Africa 24. Au revoir.